Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs d'Africa Télévision, bienvenue dans votre émission Page Africaine. Page Africaine, c'est votre émission du livre des hommes et des femmes qui font le livre. Aujourd'hui, nous recevons un homme sur notre plateau, un homme pas le moindre. Docteur Mamadou Thiero est médecin de santé publique. Dès son passage au centre de santé de référence Les Sikasso en qualité de médecin-chef, il est depuis 2004 agent de santé de l'Organisation mondiale de la santé auprès du bureau de Tchad, auteur de plusieurs études et de publications. Docteur Thiero nous revient avec, n'est-ce pas, des ouvrages. Docteur Thiero, bonjour et bienvenue sur le plateau des Pages Africaines. Bonjour, je suis Sissoko. Alors, votre premier ouvrage, après Rupture, votre premier roman où vous racontez l'histoire politique de Lima, un pays de l'Afrique sahélo-saharien, vous signez votre deuxième ouvrage intitulé Inertie coupable. On peut dire que c'est la continuité dans l'écriture. Oui, absolument, monsieur Sissoko. Rupture, c'était un roman, mais ça traitait le même sujet que Inertie coupable, le sujet qui concerne le Mali. La situation du Mali. Donc c'est vraiment la continuité, maintenant sous forme d'un essai dans Inertie coupable. Alors si vous l'avez dit de façon camouflée, Lima dans le premier roman Rupture, dans Inertie coupable, vous n'hésitez pas à cibler directement le Mali. Pourquoi ? Je pense, comme je l'ai dit, les gens étant différents, l'écriture serait forcément différente. Et puis même dans le premier, la question n'était pas du tout de camoufler quoi que ce soit. N'importe qui lirait Rupture comprendrait directement de quoi il s'agit. Parce que c'est juste écrire ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai entendu dire par d'autres depuis 45 ans, de ce qui se passe ou ce qui s'est passé dans notre pays. Rupture et Inertie coupable, les deux ne sont que ça. Donc c'est la continuité aussi au niveau du thème, parce que vous parlez d'abord de rupture avec l'histoire du Mali racontée dans un grain avec un chef de grain du nom de Brin. Alors vous pouvez nous raconter un tout petit peu le grain Oui, dans Rupture, j'avais imaginé un grain en effet, un grain comme il y en a des millions au Mali, où les jeunes Maliens se retrouvent, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur ethnie, quel que soit leur niveau d'études, et quel que soit leur niveau social, qui rassemble les gens, qui discutent de tout et de rien. Et donc c'est un grain que j'ai imaginé, où je donne un rôle à chaque membre de grain, pour un peu décrire l'histoire politique contemporaine du pays. C'est la façon que j'ai trouvé, donner des personnages qui viennent d'origines diverses, de métiers différents, de conditions sociales différentes, et de fortunes différentes, mais qui constituent un grain. Et c'est là que je traverse l'histoire politique récente du Mali, depuis la chute du président Moussa Traoré. Et vous racontez, n'est-ce pas, dans ce roman, la vie du grain et un membre du grain qui va finir par devenir milliardaire après avoir s'engagé dans la politique. Exactement. Et là, vous parlez de démocratie qui a fait des milliardaires. Exactement. Je pense que cela est connu et su au Mali. Notre démocratie a bien fait beaucoup de milliardaires, ça c'est clair ça. Je crois que tout le monde est d'accord sur ça. Et des milliards généralement obtenus pas de façon forcément légale. Sur ça aussi on est d'accord. Mais pour moi, j'ai fait exprès de choisir celui-là comme mon héros, mon personnage principal, parce que je me suis dit que la situation que nous vivons, on ne peut pas continuer indéfiniment à regarder dans les rétroviseurs et à critiquer les uns et les autres. Parce que de mon point de vue, la plupart d'entre nous avons fauté. La plupart d'entre nous avons fauté quelque part. Donc je me suis dit que ce milliardaire de la démocratie, malgré qu'il est milliardaire de la démocratie, peut décider de changer en faisant une analyse de la situation actuelle, en se posant des questions et en trouvant des réponses tout seul, mais souvent en allant consulter d'autres personnes plus avisées que lui et qui fait son parcours et qui décide de se suicider. De se suicider parce qu'il décide de changer de camp. Il décide maintenant de s'engager pour le Mali, de ne plus être celui qui braconne le Mali, de ne plus être celui qui pille le Mali, mais d'être celui maintenant qui va aider le Mali à s'en sortir. Parce que pour moi, la question est aussi là. Parce que ceux qui ont moins de fortune, moins de moyens, moins de capacités, arriveront difficilement à peser dans notre contexte actuel où notre démocratie se pratique. Pour moi, il n'y a que ces personnes de ce genre
qui peuvent aider le pays à se sortir du trou dans lequel on nous a jetés, dans lequel on s'est jeté nous-mêmes, parce qu'on est carrément au fond du trou là, hein, on est vraiment au fond du trou. Et il faudra qu'on trouve une solution de nous en sortir, ou on restera indéfiniment dans le trou. Donc pour moi, c'est à ces personnes favorisées par la vie, par le hasard, par notre politique, la responsabilité première leur revient de s'engager maintenant dans le bon sens. Avant c'était dans le mauvais sens, mais maintenant dans le bon sens, dans le sens de l'humanité, de citoyenneté, de patriotisme, de tout sacrifier pour aider ce pays à se porter mieux, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Alors, d'où le changement du comportement, n'est-ce pas, du leader. Et ce changement de comportement du leader, nous avons remarqué que dans votre second ouvrage intitulé « Inertie coupable », vous faites d'abord la genèse de votre pays, la genèse de la gestion, n'est-ce pas, du pouvoir, depuis l'avènement de l'indépendance à nos jours sous le régime Ibrahim Boubacar Keïta. Alors, qu'est-ce qu'il ressort réellement de cette étude que vous avez eu à faire, de ce regard rétrospectif que vous avez jeté, n'est-ce pas, sur votre pays, le Mali? Qu'est-ce qui ressort de cette question de gestion avant d'aller d'abord vers la réforme même du leader ou la réforme, le changement de mentalité ou de comportement des différents, du citoyen lambda, sinon même du leader? Qu'est-ce qui ressort de votre étude? Oui, je préfère le mot analyse, regard rétrospectif, je pense que ça colle mieux que peut-être le mot étude qui est beaucoup plus complexe. Donc l'analyse que j'ai faite des trois républiques, je survole la première république, la deuxième république, parce que pour moi ce n'est plus la peine de trop s'attarder sur ça. On sait ce qui a marché en première république, ce qui n'a pas marché. On sait aussi ce qui a marché dans la deuxième république et ce qui n'a pas marché. Et tout ça s'est développé dans le document. Et dans la troisième république, l'attente était vraiment très forte, très élevée. La population avait beaucoup d'espoir. Mais 25 ans après, ou un peu moins, eh bien, on est tombé plus bas qu'on ne pouvait imaginer. Et pendant le parcours, on ne s'est pas posé les questions. Et moi, c'est toutes ces questions que je soulève dans l'inertie coupable. Et parce qu'il est très clair pour moi ce qui n'a pas marché. Parce que quand la troisième république est venue suite à la révolte populaire de 91, qu'est-ce qu'on attendait? C'était l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Démocratie, multipartisme, cocadien. C'est ça qu'on entendait. Bon, quand on a eu la démocratie, le président Alpha Moual Konaré a été élu en 92. Il a constitué son gouvernement avec ses partisans. Il y a eu la conférence nationale. Oui, j'ai survolé, voilà. J'ai survolé tout ça. Et puis la constitution de 92, tout ça. Il y a eu le multipartisme. Il y a eu la liberté d'opinion. C'est ce qui me permet, moi, aujourd'hui, de m'asseoir et de dire les mots que je suis en train de dire. Donc ça, ce sont des acquis de la démocratie. Ça, c'est des acquis. Ça, c'est clair. On ne peut pas réfuter ça. Hein? Moi, j'ai dit, ce n'est pas du tout blanc et du tout noir. Il y a eu du blanc et il y a eu du noir. Le blanc, c'est ça. C'est la liberté d'opinion, la liberté d'association, le multipartisme, l'état des droits, un minimum. Mais aussi, il y a ce qui n'a pas marché. Et ce qui n'a pas marché, nous le savons tous. Il n'y a pas eu l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il n'y a pas eu de cocadien. Il n'y en a pas eu. Et il y a une corruption qui s'est installée insidieusement et qui a perverti tout sur son passage. De l'homme politique jusqu'au citoyen lambda. Ça a tout perverti. Ça, c'est clair comme de l'eau de roche. On est à ce stade. Et aucun service sectoriel ne donne satisfaction. Quel que soit le domaine que tu prends. Les services sociaux de base sont tous défectueux. À tous les niveaux. Moi, je suis médecin, mais je travaille au Mali pendant 7 ans. Le secteur de la santé a fait des réformes, a fait une certaine avancée. Pourquoi on ne peut pas aller plus loin? On ne peut pas aller plus loin pour les mêmes raisons, parce que c'est ce que je disais dans le livre, c'est une question de vase communicant. Tu ne peux pas dire qu'il y a un secteur qui est tellement vital comme la santé, qui est tellement important, qu'il ne peut pas avoir de mauvais comportements. Ce n'est pas possible, parce qu'il regarde juste à côté. Il regarde au niveau de l'éducation, il regarde au niveau de la douane, il regarde au niveau de la police, il regarde au niveau des domaines de l'État, il regarde au niveau de la municipalité. Donc c'est une question de vase communicant. Si ça ne marche pas dans un secteur, ça ne marchera pas dans l'autre. Et ça communique entre tous les secteurs. Et ce qui fait qu'actuellement on a un stade au Mali où rien ne marche, à commencer par la justice. La justice au Mali ne marche pas depuis très longtemps et on le sait. On le sait, tout le monde le sait, le président de la République le sait. Attété lui-même, il a dit. Quelle que soit ta volonté de combattre la corruption, si tu as une justice qui ne suit pas, tu perds ton temps. C'est ce qu'il a dit. Donc voilà où nous en sommes. On a fait ça jusqu'à la crise de 2012. Et maintenant, on se pose la question pourquoi c'est arrivé. Mais nous savons tous pourquoi c'est arrivé. C'est parce que les leaders n'ont pas joué leur rôle. Parce qu'ils n'ont pas assuré à 100%. S'ils ont assuré certaines choses,
Il y a eu un certain développement socio-économique, c'est évident, on ne peut pas réfuter ça. Une petite classe moyenne s'est créée, c'est évident, on ne s'est pas créé ça. Mais ça s'est créé sur du faux. C'est sur la base du faux. Et ça, c'est un problème. Moi, ça m'interpelle. Donc, si, malgré toute cette crise qu'on a, ben, on a perdu complètement le nord, qu'on ne contrôle pas. Le centre s'ajoute, on ne contrôle pas. La région de Ségou, une partie Koulikoro, on ne contrôle pas totalement. Bamako même, on n'est pas totalement en sécurité. Mais comment, devant cette situation, on peut rester comme ça, sans rien faire? C'est ce que j'appelle inertie coupable. Inertie coupable de tout le monde. Inertie coupable, c'est cette culpabilité, n'est-ce pas, de tous les citoyens maliens. Oui, chacun à son niveau. De l'intérieur aussi bien que de l'extérieur. Oui, chacun à son niveau. Et à tous les niveaux. À tous les niveaux, chacun à son niveau. Bon, il y a certains qui ne sont pas d'accord avec ma façon de dire ça. Mais pour moi, c'est une réalité. Le président de la République, tous les présidents de la République. Mais pensez-vous, par exemple, que vous êtes vous êtes un personnel de la santé. Pensez-vous, par exemple, que le comportement du médecin dans un hôpital interpelle le président de la République? Ça interpelle tout le monde. En premier lieu, le président de la République. Il est le chef de l'État. Non, mais est-ce que le médecin aussi ne doit pas... Il y a l'éthique et la déontologie, n'est-ce pas, de tout, presque de tous les corps professionnels, alors, de tous les genres de métiers et tout. Alors, ce comportement du médecin, est-ce qu'il ne faut pas peut-être aller vers une réfraction de changement de comportement par rapport de tous les citoyens? Parce que les responsabilités sont situées à un certain niveau aussi. Le président de la République, peut-être chef du gouvernement, chef de l'État, mais il ne peut pas être responsable, n'est-ce pas, de l'erreur commise par tel médecin dans tel hôpital. Le président de la République est garant de la Constitution. Et la Constitution, les droits de l'homme, il est dedans. L'accès à la santé fait partie des droits de l'homme. Donc le président, il est garant de la Constitution. Il est responsable du comportement des médecins dans les hôpitaux. Pour moi, il est responsable. C'est la question de responsabilité directe ou indirecte pour moi. Si la justice ne fonctionne pas, vous voulez dire que c'est le procureur? Mais c'est aussi le chef de l'État, le ministre de la Justice, tout le monde. L'Assemblée. Pour moi, c'est une responsabilité collective. Alors, vous parlez d'une inertie coupable de la crise qui a frappé le septentrion du Mali, qui s'est généralisée aujourd'hui. Vous parlez de cette crise et vous pensez que pour la gestion, n'est-ce pas, de cette crise, il faut carrément changer de système de gouvernance? Oui, c'est ce que j'ai dit. Quel est le paradoxe entre le changement du système de gouvernance et les questions de sécurité? Voilà, c'est ça, c'est là que je viens. Pour moi, c'est très clair. Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas clair pour tout le monde. Cette crise sécuritaire est intervenue parce qu'on avait une mauvaise gouvernance. Il ne faut pas avoir de lecture. On peut toujours dire que c'est à cause de la guerre en Libye. On peut dire que c'est à cause des islamistes d'Algérie qui sont descendus au Mali. On peut dire que c'est la cause de MLA, maintenant CMA. Mais ce n'est pas ça les causes. Les vraies causes, c'est l'état de la nation. Quel était l'état de la nation au moment où la crise de Libye survenait? C'est ça la question. Quel était l'état du nord du Mali au moment où la crise de Libye intervenait? Quel était le comportement de l'exécutif du Mali? Il y avait un gouverneur à Kidal à l'époque. C'est pas la question de gouverneur. L'exécutif était présent, l'Assemblée régionale de Kidal fonctionnait. Donc, alors, à vous peut-être de nous dire quel était l'état dans lequel le Mali se trouvait. Oui, c'est ce que je te dis. Parce que s'il s'agissait de la présence de l'État, on s'imagine quand même que l'État était présent. Il y a un proverbe chinois qui dit que celui qui est dans l'eau jusqu'au cou se noie à la moindre vaguelette. C'est ce qui est arrivé au Mali. Le Mali était dans l'eau jusqu'au cou. Alors, la guerre en Libye était la vaguelette et le retour des Touaregs armés de la Libye était la vaguelette qui a fait que le Mali s'est noyé. C'est aussi simple que ça. Tu dis que le gouverneur était à Kidal, le service de santé était à Kidal, la justice était à Kidal. Prenons même Bamako. Tous les services de santé sont à Bamako. La justice est là. Pour autant, on peut dire qu'il y a un bon accès de la population aux soins à Bamako. Il y a un bon accès de la population à la sécurité à Bamako, à la justice à la Bamako. Moi, je ne crois pas. Pourtant, tous les services sont là. Ce n'est pas être présent, mais c'est d'offrir le service pour lequel tu es payé. C'est ce service qui n'est pas rendu à la population. Ce qui fait que la population est coupée des représentants de l'État, quel que soit le secteur, que ce soit le forestier, ou le policier, ou le gendarme, ou le préfet, ou le juge, ou le médecin. Quel que soit le service en face, la population est coupée. Ils n'ont pas confiance. Ils n'ont pas confiance parce qu'ils ont été échaudés 1000 fois. Alors, pour vous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour que, au moins, pour amoindrir, sinon... n'est-ce pas, pour que ce fossé
béant entre les administrateurs et les administrés, n'est-ce pas, soit carrément un souvenir. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? C'est la conduite exemplaire des leaders d'abord. Pour moi, c'est ça. C'est le b.a.-ba. C'est le point de les départ. questions de leader et réfracteur. Réformateur. 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 C'est ce que j'aborde dans Énergie coupable. Pour moi, et ce livre a été imprimé avant les élections. C'était pour me donner mon avis sur les élections qui viennent. Et j'avais dit que, pour moi, il est évident par avance qu'il n'y aura pas de surprise. Que le vainqueur ou ceux qui viennent à tête sont connus d'avance. Et je m'étonnais de voir les jeunes candidatures incapables de s'unir pour faire un troisième front. Je ne le comprenais pas. Parce que c'était clair même pour un jeune de 16 ans, un adolescent de 16 ans en ville de comprendre que si les jeunes ne se mettent pas ensemble, ils n'ont aucune chance. Pourtant, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Et donc, le résultat est celui qui était attendu. Il n'y a pas de surprise. Et j'avais dit aussi que, compte tenu de la confrontation entre les deux camps, une crise post-électorale était possible. Mais que les élections pouvaient se tenir si ça se tirait dans le délai. Et les deux sont arrivés. Il y avait une crise post-électorale immédiate, mais qui n'a pas duré longtemps. Mais la crise revient. Parce que c'est la question de la confiance. Aujourd'hui, les populations maliennes, des politiques, n'ont pas confiance ni à l'exécutif ni au judiciaire. Parce qu'ils trouvent que leurs décisions ne sont pas... C'est des décisions arbitraires. C'est pas totalement légitime. Ils n'ont pas confiance. Ils trouvent que ça ne repose pas sur du droit. Donc ce qui fait que il y a la contestation. Les gens ne sont pas d'accord. C'est ça la question. Regardez, c'est l'actualité. Les deux arrêts de la Cour constitutionnelle, ça fait débat aujourd'hui. C'est en train de déclencher une crise politique. Et pourquoi est-ce qu'on avait vraiment besoin de ça? C'est la question que je me pose. C'est pourquoi souvent j'ai l'habitude de dire, ça ce n'est pas dans le livre dit ici, mais j'ai dit qu'au Mali on est tous des cons. On est vraiment des cons. Qu'est-ce qui empêche de quelqu'un de prendre une bonne décision? Une bonne décision est une décision juste. Et moi je me pose la question, pourquoi on continue tous à prendre des mauvaises décisions? Pourquoi l'inspecteur de police qui est là-bas continue à rançonner les gens? Pourquoi le policier qui est à la circulation continue à rançonner les transporteurs? Pourquoi les douaniers continuent à prendre l'argent à tout le monde? Pourquoi les médecins continuent à exiger déjà de l'argent pour apporter les soins? Pourquoi à l'école on exige de l'argent aux étudiants pour avoir de polycopes? Pourquoi le juge oblige le plaignant et la victime à payer tous de l'argent? Pourquoi le maire continue de braconner le terrain? Moi, c'est la question que je me pose. Parce qu'à l'évidence, ça ne marche pas. Au bout de 25 ans, ça nous a amené là où nous sommes. Au moment où le pays est divisé, on continue le bon train. Tout va bien. On est dans le meilleur des mondes possible. Tant que j'ai mes petits millions qui rentrent, j'ai mon toit dessus, tout va bien. Pour moi, c'est être simplement con. Alors, monsieur Dr Thilo, au-delà maintenant de ce silence que vous avez brisé réellement pour dénoncer ce problème, alors, pour vous, qu'est-ce qui va peut-être rejoindre ce acte, n'est-ce pas, de dénonciation que vous venez de poser? Qu'est-ce que vous allez maintenant faire après avoir dénoncé la situation à travers 2 ouvrages? Oui, les ouvrages, c'est dans ce sens. Parce que comme je disais tout à l'heure, je disais qu'on est tous des cons. Moi aussi, j'étais un con, j'étais un grand con aussi. Mais ça fait quelques années que je me réveille. Je vais arrêter d'être con. Parce qu'on ne peut pas être tous des cons. Si on est tous des cons, on finira tous ensemble mal. Je dis que tu n'as rien parce que tu penses que tu ne gagnes pas beaucoup d'argent, mais tu as des voisins, tu as des amis, tu es en bonne santé. Tu peux marcher vague à tes occupations. Mais demain, tu peux perdre ça. Et l'objectif recherché de inertie coupable, de rupture, c'est quoi aujourd'hui? Ces 2 livres-là, c'est susciter de la réflexion chez les Maliens. Susciter la réflexion chez les Maliens. Pour moi, la solution pour nous est qu'il y ait l'apparition de super cons. Moi, j'appelle super cons, je le dis comme ça, parce que pour moi, les cons, là, on est des cons tous ici. Mais nous appelons super cons quelqu'un qui adopte ce comportement, qui dit non, on ne peut pas aller dans ce sens. Il faut qu'on change. Pour moi, c'est lui le super con. Il faut qu'il y ait plus de super cons, des gens qui refusent, qui renoncent, qui disent que, écoute, moi je vais investir aujourd'hui pour attendre des dividendes dans 10 ans. Donc le super con, ce serait votre leader réformateur? Pour moi, c'est quelqu'un qui renonce. Dites-nous maintenant, le leader réformateur, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il verra à ce que, d'abord à montrer l'exemple. Parce que pour moi, jusqu'à présent, je le dis, c'est mon avis. Hein. Pour moi, nos présidents, ils n'ont pas montré l'exemple. C'est mon avis. Parce que Modibo Keïta avait montré l'exemple. Je ne parle pas de Modibo Keïta. Le peu que je connais de lui, le peu que je connais de lui, je l'ai mis dans ce livre. Même sous Modibo Keïta, tout n'était pas bien. Personne n'est parfait.
Il ne s'agit pas de dire cela est bien, cela est mauvais. Moi, je ne veux pas faire ça. On est tous des Maliens. Modibo, il a ses dossiers. Moussa en a ses dossiers. Alpha il a ses dossiers. ATT a ses dossiers, tout le monde en a. Tout le monde a fait des erreurs. Mais pour moi, on doit tirer le meilleur de tout ça. Il y a toujours quelque chose de bien dans tout le monde. On n'est pas tout mauvais. Le bien, là, il faut qu'il sorte. Et il faut que ce bien sorte chez les Maliens. Parce que de toute façon, soit on y arrive collectivement à le faire, ou on n'y arrive pas, on perdra tous ensemble. On est dans le même bateau, là. On est vraiment dans le même bateau. Si on veut aller droit vers les ouragans, allons-y. Alors, le premier acte du leader réformateur, vous dites qu'il doit d'abord être exemplaire. Il doit être exemplaire. Il doit montrer la voie. Il doit veiller à ce que les services qui dépendent de lui adoptent les comportements qu'il faut. Il faut un changement d'ensemble. Il doit venir avec son Léviathan. Ah oui, il faut un changement d'ensemble. Tu ne vas pas venir exiger à un seul secteur d'être clean. Ce n'est pas possible. Par exemple, aujourd'hui, on ne peut pas demander aux militaires d'être clean. Ils ne peuvent pas. Ils sont issus d'un système. Ils sont le produit du système. Ils ne peuvent pas. Quelle que soit leur bonne volonté, ils ne peuvent pas. Le système ne le permet pas. On fait un changement d'ensemble, on fait une révolution de mentalité, de nouveaux comportements, de nouvelles attitudes. Hein? Développer la citoyenneté, le patriotisme. Pensez à ceux qui souffrent. Mais imaginez-vous, la population du nord du Mali et du centre du Mali aujourd'hui, ils souffrent, c'est nos parents. On a des liens de sang entre nous. Que tu sois de Sikasso ou de Kaye, tu as un lien de sang avec quelqu'un de Gao ou de Kidal. Hein? On est les mêmes. Pour moi, c'est ça, il faut qu'on fasse ça. Je sais que très peu de gens comprendront, mais ceux qui comprennent déjà qui se mobilisent. Pour moi, c'est indispensable. C'est soit ça ou rien à faire. Alors, nous avons vu que le président de la République, malgré le portrait robot quand même que vous avez tracé dans votre ouvrage, le président de la République a été réélu et le gouvernement est mis en place. Les actions, sinon, ils ont commencé à travailler. Aujourd'hui, est-ce que vous retrouvez, n'est-ce pas, au président, au gouvernement, ce leader réformateur que vous avez décrit dans votre ouvrage? Non, pas du tout. C'est le premier point que j'avais développé, c'est le leadership du statu quo. On est dans le leadership du statu quo. C'est conforme à ce qui s'est passé les 27 dernières années. Celui qui n'est pas d'accord, il m'amène les arguments contraires. Et moi, j'ai mes arguments. Il y en a plein. Oui, bon, il y a la gestion de la crise du Nord. Aujourd'hui, nous pensons que le gouvernement malien, sinon l'État malien, a eu dans la mise en œuvre de l'accord de réconciliation, de paix, issu du processus d'Alger, nous avons vu que les autorités intérimaires ont été installées. Il y a le comité de suivi qui continue son travail. Le gouvernement vient tout de suite de faire les concertations nationales. Donc on pense quand même que les actions sont en train d'être menées. Vous en êtes convaincu vous-même, M. Sissoko? Le nombre de morts au Mali, ça n'a pas diminué. Hein? Ça continue à mourir tous les jours. Je crois que même hier, il y a eu des morts. C'est ce que je dis. Ça ne sert à rien de prendre les mauvaises décisions et de vouloir corriger un problème en créant d'autres problèmes. On ne corrige pas une injustice en créant une autre injustice. Ça ne sert à rien. C'est ce que j'appelle les mauvaises décisions. C'est ce que j'appelle être con. Persister dans les choses qui ne marchent pas, pour moi, c'est être stupide. Et je dis con là par rapport à stupide. Je veux que ce soit clair. Je n'insulte pas les gens. Pour moi, c'est stupide. Tu ne peux pas corriger une injustice en créant une autre injustice. Sinon, tu ne finiras pas. Donc, il est évident que ce n'est pas les bonnes décisions qui sont en train d'être prises. En tout cas, pour moi, il est évident. Si les 18 millions de Maliens sont incapables de trouver une solution à leurs problèmes, qui sont obligés d'aller prendre des copies à l'étranger et l'exécuter sous l'exécution de la communauté internationale, qui n'est pas du tout neutre, et ça tout le monde le sait. La communauté internationale n'est pas du tout neutre. Et ça, on ne peut pas les en vouloir. Je le dis dans le livre. Moi, je ne les en veux pas. C'est normal. Chacun défend l'intérêt de son pays. Mais est-ce que nous, les Maliens, nous défendons l'intérêt du Mali? C'est ça la question. Donc, pour moi, ça ne sert à rien. De vouloir appliquer des prêts-à-porter, ça ne sert à rien. Et ça ne sert à rien de vouloir corriger une injustice par une injustice. Rassemblons-nous le plus possible. Atteignons nos divergences. Parlons ensemble. Faisons le diagnostic qui convient et appliquons les mesures qui conviennent. Il y a énormément de cadres compétents dans ces pays et en dehors de ces pays qui sont des Maliens. On a les capacités, on a les moyens. Mais prenons simplement les bonnes décisions. Et pour moi, je le répète, on est dans le leadership du statu quo. On n'est pas dans le réformateur encore.
Alors, on est dans le leadership du statu quo, on n'est pas dans le réformateur d'abord. Vous dites ici sur la page 94, la gouvernance qui est en cours depuis bientôt 3 décennies de l'ère démocratique a montré ses limites dans la résolution de la crise actuelle. Si cette gouvernance a permis d'améliorer un tant soit peu le niveau de vie d'une frange de la population et renforcer les infrastructures socio-économiques, elle a aussi laissé dans son sillage des millions de Maliens qui n'ont pas vu leur vie s'améliorer. D'autre part, elle a largement contribué à affaiblir la puissance publique qui se trouve contestée par plusieurs pans de la société. Des secteurs essentiels au développement socio-économique du pays sont en état de ruine, comme l'éducation, la santé, la sécurité et la défense du territoire. La justice, pour ne citer que ceci. Nous pensons que pour faire face aux défis multiples qui se posent à l'État malien, le changement de paradigme dans la gouvernance de l'État pour la rendre plus vertueuse est impérieux et indispensable. Si par malheur nous n'arrivons pas à opérer ce changement, alors nous pensons que l'avenir du Mali sera tout sauf radieux avec un risque élevé d'implosion. Alors, docteur Thierou, vous vous reconnaissez à travers ces lignes. Si aujourd'hui vous devez apporter un nouveau souffle aux Maliens, quels seraient, n'est-ce pas, les éléments clés de ce nouveau souffle? Oui, généralement les gens, on pose toujours cette question. Les gens souhaitent attendre des réponses toutes faites, qui vont résoudre tout. Ça ne se passe pas comme ça. De mon point de vue, moi je le dis, le mot le plus simple, c'est gouvernance. Gouvernance, qui est la redevabilité à tous les niveaux, du chef de l'État au dernier citoyen, qui est la redevabilité. Et je ne pense pas que ça c'est compliqué. Il suffit juste d'y s'y engager, qu'il y ait des leaders qui supervisent ça, qui monitorent ça, qu'il y ait une justice qui veille, qu'il y ait une société civile qui veille, et après le reste viendra. Et que ce soit sanction et récompense. Celui qui travaille, fait des efforts, il doit vivre de son travail. Celui qui ne travaille pas, il veut tricher, on doit le sanctionner. C'est comme ça que ça marche. Ça ne veut pas dire que si on met des mesures comme ça, qu'il y a des gens qui ne vont pas le faire, il y a des gens qui vont vouloir tricher. Mais il faut les identifier, les sanctionner. Mais si le premier responsable lui-même est le plus gros tricheur, comment on peut résoudre ce problème? On ne peut pas les résoudre. On ne peut pas. Il y a des lois qu'on a, mais on applique autre chose. Ça, c'est quand même compliqué. Et ce n'est pas difficile quand même d'appliquer une loi pour quelqu'un qui est formé dans le métier. Ce n'est pas difficile pour un policier de faire son travail comme il a été formé. Mais ce qu'on lui a donné comme formation, ce n'est pas ce qu'il applique. Ce qu'il a vu faire, c'est ce qu'il fait. C'est comme ça que ça se passe dans tous les secteurs. Les gens font ce qu'ils ont vu faire. S'ils avaient vu une bonne chose faire, c'est la bonne chose qu'ils vont faire. C'est ça qu'on appelle la socialisation du monde. On est tous socialisés à quelque part. Quand tu viens dans une unité de travail, de production, ce que tu vois les gens faire, c'est ce que tu fais. Si tu viens trouver que les gens sont droits, ils sont corrects, ils ont travaillé, ils sont sérieux, ils sont à l'heure, tu vas être comme ça. Mais si tu viens trouver que le directeur vient à 10h, eh bien, tu viendras à 9h30. Tu vois que le directeur met dans sa poche, eh bien, la prochaine fois tu mets dans ta poche. Tu vois que le directeur crie sur les clients, eh bien, tu cries sur les clients. C'est ça la socialisation. Donc donnons les bonnes méthodes aux gens, et on va travailler, on s'épanouira tous ensemble et on gagnera tous ensemble. Mais si ce n'est pas ça, si chacun veut jouer à l'individualisme, je cherche pour moi, je m'en fous des autres, mais ça ne marchera pas. Si ça marchait, on l'aurait su. Ça ne marche pas. Nulle part au monde, ça n'a marché. Alors, votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est une invitation à la population de s'engager, de lire ces livres, et de réfléchir là-dessus et d'essayer d'adopter des comportements nouveaux. Parce que imagine-toi, au rythme où on va au Mali, tu sais qu'est-ce qui va arriver? À l'hémicycle, à la fin, on n'aura que des trafiquants de drogue, des contrebandiers, des criminels, des gangsters, c'est ceux qui ont l'argent. Puisque nos élections se passent comment? C'est celui qui a le maximum d'argent qui gagne. Et celui qui a le maximum d'argent, c'est celui qui est dans l'illégalité, qui est dans la contrebande. C'est les criminels, c'est les gangsters. C'est pas que je suis méchant, mais c'est la vérité. Toi, si ce qu'on va te présenter chez toi, tu verras tout de suite. Quelle que soit ta base, quel que soit ton comportement, quelle que soit ta famille, on s'en fout. Tu as l'argent, amen, on vote pour toi.